Dans cette présentation, nous allons voir comment, sur un simple serveur Windows 2012 installé en mode core, on va pouvoir mettre en place une configuration qui va intégrer le service DNS, qui va permettre donc de piloter une zone de recherche directe et une zone de recherche inversée qui vont permettre d'héberger en fait un serveur de messagerie. Alors la principale difficulté que l'on va rencontrer, c'est que lorsqu'on configure un serveur Windows en mode core, on n'a pas d'environnement graphique. Et sans environnement graphique, on est un petit peu perdu pour établir les réglages de configuration, par exemple administrer le DNS, installer ne serait-ce qu'un simple programme en allant le chercher par le gestionnaire de fichiers. Donc toutes ces procédures qui sont d'apparente complexité, on va essayer de démystifier, d'expliquer comment finalement ça peut être assez simple. Et du coup, on va voir que c'est pas du tout un obstacle de fonctionner en mode core. Toujours dans le mode commande avec PowerShell, on peut remplacer l'adresse de passerelle ou bien la mettre en place facilement. Alors déjà, on peut commencer par vérifier l'état des routes. Donc là, c'est un peu l'équivalent d'afficher la table de routage avec un peu plus de détails. Get net route. Donc on a ici en fait rattaché aux interfaces de par leur index. Donc si on se souvient que mon index 12 correspond à ma carte réseau physique, je vois que j'ai un certain nombre de routes ici qui sont possibles et j'ai pas de route par défaut. Donc je peux pas accéder à internet par exemple avec cette machine, ce serait impossible. Alors il va falloir que je mette en place une passerelle et donc admettons que ma passerelle est en place, qu'il s'agit d'un routeur dont l'adresse serait 172.30.0.254. Et bien pour mettre cette passerelle en place, donc j'ai une commande new-net route. Alors net route, on va faire défiler net. Si on ne le trouve pas, ou c'est trop long, on va l'aider un petit peu, on va mettre net R comme route. Voilà la commande, ça commence comme ça, tirer interface index. Alors interface index, mon index est donc 12. Et le mot-clé c'est next, hop, qui désigne la prochaine passerelle. Donc pour moi ce serait donc celle-ci. Et à quoi je destine cette passerelle? Donc à une destination avec un préfixe, et là j'indiquerai le réseau et le masque vers lequel je me dirige. Et en l'occurrence, moi, passerelle par défaut, ce serait donc ça. Voilà, donc là j'ai mis en place une route, on peut la voir tout de suite activée ici, et si on veut vraiment être certain, on fait ça, et on cherche cette route par défaut, et qu'on peut voir ici. Et maintenant, on peut aussi faire un ipconfig et s'apercevoir qu'on a donc bien mis en place la passerelle par défaut avec cette technique-là. Alors là encore, hein, il existe une possibilité de mettre en place la passerelle par défaut avec le mode net shell, net sh, mais comme c'est quand même quelque chose qui tend à être remplacé progressivement dans les docs, dans les bonnes pratiques, dans les discussions par des commandes de PowerShell, je préfère privilégier PowerShell pour ma présentation. Donc voilà, donc on a mis en place notre IP statique, on a mis en place notre passerelle. Maintenant on va mettre en place notre adresse DNS et puis ensuite on mettra en place notre serveur DNS. Alors le DNS pour l'instant, normalement, il n'est pas déclaré, on ne voit pas de trace de DNS ici qui nous intéresse. Il y a les valeurs par défaut qui correspondent aux adresses IP version 6. Et moi je voudrais pointer vers l'adresse de boucle IPv4 127.0.0.1. Donc pour faire ça, on peut déclarer un serveur DNS. Donc la commande PowerShell, donc c'est celle-ci. Et on voit ici que on va pouvoir donc spécifier un serveur d'adresse DNS et on donne l'adresse. Si on en a deux, on met une virgule et on met le deuxième. Donc il est possible de le faire comme ça. En une seule commande, on peut en mettre plusieurs. Alors, donc la commande, il faut donc alors
on peut aussi évidemment mettre en place cette commande là avec des commandes netshell. Donc je l'ai dit précédemment, mais c'est pas forcément donc la bonne idée de faire ça. Donc on va mettre en place directement cette DNS. Donc nous on est client et on met l'adresse du client. Cette DNS client serveur adresse. Alors client serveur adresse, ça paraît un peu compliqué, mais c'est de dire qu'on configure notre client avec l'adresse du serveur que nous allons indiquer par la suite. Alors il faut toujours indiquer pour quelle interface on fait cette déclaration et on indique l'adresse IP. Donc non, pardon, c'est pas comme ça, c'est serveur adresse dans ce cas-là. Donc serveur adresse et on indique donc que pour nous 127.0.0.1. Voilà la commande. Donc ici, j'ai positionné l'adresse DNS de mon client local en indiquant que pour mon interface numéro 12, le serveur DNS à utiliser était 127.0.0.1. En faisant ça, je peux faire une ipconfig/all par exemple, et en regardant donc ici, on s'aperçoit que on a désormais cette adresse comme serveur DNS. Donc voilà comment nous avons fait notre attribution de serveur DNS de manière facile, rapide, avec des commandes donc netshell. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire pour pouvoir donc vraiment je dirais pouvoir l'intégrer soit dans des scripts, soit vraiment dans des solutions de dépannage par exemple de nos serveurs core. Alors à ce stade des opérations, on a notre IP, on a notre masque, on a notre passerelle, on a notre déclaration de serveur DNS. Notre serveur 2012 est un serveur autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas contrôleur de domaine et il n'est pas membre d'un domaine. Donc il appartient à un workgroup. Pour la suite des opérations de démonstration, ben moi je vais rester comme ça. Je n'ai pas la peine de me mettre dans un domaine ou d'en créer. Mais j'ai quand même besoin encore de faire des petites choses, notamment en matière de pare-feu. Parce que cette machine-là va donc recevoir des requêtes clients. Et il ne faut pas pour autant que je désactive le pare-feu. Donc je vais laisser le pare-feu activé s'il l'est déjà, ou l'activer s'il ne l'est pas, et je vais créer des règles. Et alors après, et c'est quand même le but qui sert un petit peu d'excuse à cette présentation, en tout cas de support, c'est qu'on va installer le serveur de messagerie HMail Server, et ce serveur, bah, il a besoin de donner l'accès au client à certains ports de service, notamment le port 25, le 143, le 110 et le 587. Donc il va falloir créer des règles de pare-feu pour ces ports-là. Alors actuellement, ces ports ne sont pas à l'écoute. Là, avec cette commande netstat-an-p tcp, j'examine tous les protocoles TCP associés à tous les ports, all pour tous, n comme numérique, parce que je veux voir des numéros de ports. Donc je m'aperçois que j'ai pas de port 110, j'ai pas de port 25, il n'y a pas 25 ici, il n'y a pas 110, il n'y a pas de 143, il n'y a pas de 587. Ça veut dire qu'il n'y a pas le serveur SMTP, il n'y a pas le serveur SMTP avec port de soumission, c'est-à-dire authentification, qui s'appelle le SMTP-S, c'est le port 587. Il n'y a pas le port du protocole POP3, qui est le 110, et il n'y a pas le port du protocole IMAP, qui est le 143. Donc, j'ai pas de serveur de messagerie qui tourne, tout simplement. Actuellement, donc, je ne peux pas, pour l'instant, accéder à mes services, et je vais installer donc HMail Server. Nous avions vu que pour HMail Server, on avait copié à la racine du disque C le logiciel à installer qui s'appelait HMail Server, c'est la version 5.6.7-B2425. Donc il suffit de le lancer et d'exécuter. Alors ça va déclencher la fenêtre d'installation.
Alors faut faire attention d'ailleurs quand vous faites ça, parce que si vous déplacez cette fenêtre, vous avez l'impression que ça y est, tout s'est arrêté, mais en réalité vous avez masqué la fenêtre. Donc faut faire attention à ça, vous voyez, c'est une panne, en tout cas c'est pas une panne, mais c'est un phénomène qui peut se produire. Donc pensez à activer votre fenêtre, soit en appuyant sur Alt tabulation pour faire défiler vos différentes fenêtres ouvertes, ou soit en déplaçant. Ici, je suis donc dans la procédure d'install, pas de commentaire pour une install qui est un classique du genre, j'installe tout. Je ne me pose pas la question de manière trop poussée, mais j'y apporte quand même la réponse. Il faut utiliser le moteur de base de données inclus et non pas utiliser une base de données externe. Donc il va donc installer le Microsoft SQL. Alors ce qu'il est conseillé de faire et que je n'ai peut-être pas vérifié, c'est que dans votre CD dans votre lecteur de CD pardon de votre machine virtuelle, qu'il y ait le CD-ROM de Windows. Donc à vérifier avant d'aller plus loin. C'est pour qu'il aille chercher si besoin les composants pour installer le serveur SQL intégré à Microsoft. Donc ici HMail Server, j'ai mis mon CD dans le lecteur. Si vous n'êtes pas certain, à nouveau vous vérifiez des deux points. Vous faites un dir, si vous reconnaissez le CD-ROM de Windows, c'est que c'est bon. C'est le cas. Et vous poursuivez l'installation. Il vous faudra un mot de passe pour administrer votre serveur de messagerie. Voilà. Donc, voilà. Alors, on voit que c'est installé. Avant de faire finish d'ici, parce que je vois qu'il y a une case qui est cochée qui va me déclencher les opérations d'administration. Je vais revenir sur C. Par exemple ici, je vais retaper la commande qu'on a utilisée tout à l'heure. Je m'aperçois que j'ai le port 25, le 110, le 143 et le 587. Alors que tout à l'heure, quand j'avais fait le test, je crois que on avait pu voir qu'il n'y était pas. Si on compare par rapport à tout à l'heure, vous pouvez voir qu'il n'y était pas. Il y avait le 135, il est là. 445, il est là, bon, etc. les autres, mais il n'y avait pas le 25, 110, 143, 587. Il n'y était pas. Donc on a bien une évolution, notre serveur de messagerie est installé et il tourne déjà. Alors il tourne déjà, par exemple, on pourrait s'amuser à ce test, telnet 127.0.0.1 et invoquer le port 25. Et là, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, parce que sur le Windows Server Core, il y a le minimum d'installer, il n'y a pas le programme Telnet. Mais si c'était présent, j'aurais pu tester l'accès à mon port 25 sur mon adresse locale. Donc cette commande-là, moi, elle va m'être quand même assez utile par la suite. Je vais donc tout à l'heure envisager d'installer cette fonctionnalité manquante, Telnet. Même si ce n'est pas indispensable, ça sera quand même pas mal utile. Alors, on va pas commencer par là, on va poursuivre la configuration du DNS. Cette fois-ci, il nous faut installer le serveur DNS. Alors ça aussi, on peut vérifier si éventuellement il tourne déjà, en invoquant la demande de port ouvert, mais cette fois-ci sur le protocole UDP, puisqu'un serveur DNS tourne en UDP sur le port 53. Donc on cherche s'il y a un 2.53 ici. Non, non, non. Donc non, il n'y a pas de serveur DNS actuellement en écoute sur cette machine, sur ce serveur. Donc il n'est pas installé. Donc s'il n'est pas installé, il va nous falloir installer cette fois-ci le serveur DNS. Alors pour ça, en fait, on va déployer donc des rôles. Et les rôles, alors là encore les rôles, on ne peut pas les déployer autrement qu'en mode console. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir apprendre à faire.
Je vais fermer cette fenêtre dont j'ai plus besoin. Je garde celle-ci ouverte tout à l'heure. Elle me servira. Mais pour l'instant, je vais agrandir ici et je vais essayer d'installer les rôles pour installer un serveur DNS. Alors comment ça marche et comment on accède? Alors déjà on peut voir c'est le mot get. Les fonctionnalités Windows, donc on peut mettre Windows, alors Windows comme ça, feature, vous pouvez mettre un F majuscule pour mieux voir, et si vous faites ça et entrée, alors c'est pour ça qu'il faut une fenêtre assez grande, là, vous allez voir pourquoi. Quand vous faites ça et entrée, après un temps qui n'est pas très long en général, moins d'une minute, où il va collecter l'ensemble des infos, il vous affiche sous forme de 3 colonnes, 1, 2, 3, les fonctionnalités qui sont présentes. Et alors, on peut voir qu'il y a du monde, et on peut voir qu'on a le nom et le nom de la fonctionnalité, donc le nom affiché, le nom de la fonctionnalité résumé, et l'état dans lequel elle est installée. Bon, enfin, l'état dans lequel elle se trouve en réalité. Et il y a 3 états possibles. Il y a retirer, ou available, ou bien installed. Et installed, ça veut dire quand elle est installée. Alors là, par exemple, je n'en trouve pas. Et c'est un peu normal vu que mon serveur n'a pas grand chose installé. Celle-ci, par exemple, c'est celle qui nous a manqué tout à l'heure. Le client Telnet. Alors le client Telnet, c'est Telnet client. Alors on va essayer d'installer cette fonctionnalité pour comprendre comment ça marche. Telnet-client, c'est le nom que nous allons devoir lui donner. On voit qu'elle est dans l'état available, ça veut dire qu'elle est disponible mais pas déployée. Et nous, on va l'installer. Donc, pour l'installer, on va passer à cette procédure-là. Donc, voilà les modes qui sont possibles. Actuellement, la fonctionnalité est comme ça, et nous, elle doit être comme ça. Et à ce moment-là, elle sera utilisable. Donc, on va aller la chercher. Alors, pour la chercher, on a repéré son nom tout à l'heure, mais il existait un moyen plus simple, c'est-à-dire au lieu de taper seulement ça, on pouvait mettre un pipe ici, séparateur pipe, et où on aurait pu mettre un filtre où on peut dire donne-moi par exemple les objets qui sont installés, ou les objets qui sont disponibles, ou les objets dont le nom ressemble à ou comporte le mot DNS. Donc si on avait par exemple tapé ça, eh ben on aurait eu le nom DNS, il nous aurait ciblé directement, ça évitait de rechercher et de faire des erreurs. Et ensuite, eh ben on va installer, donc avec install window feature, et on va voir comment on installe donc notre DNS. Alors ce qu'on va installer, c'est le serveur et les outils de gestion du DNS. Donc c'est deux choses en une seule commande. Donc je vous rappelle qu'on avait repéré que son nom c'était client Telnet, Telnet pardon, client qu'on voulait installer pour commencer nos opérations, Telnet client. Puis après on cherchera le DNS, alors le DNS on verra tout à l'heure. Donc Telnet-client. Donc Telnet-client, on va effacer l'écran, on va donc faire un install Windows feature name telnet-client, et il n'y a pas d'option pour cette fonctionnalité, il suffit de faire entrée. Donc là encore ça prend un peu de temps, c'est assez variable. CD-ROM présent dans le lecteur, c'est pas forcément toujours indispensable, mais on sait pas trop si c'est résident ou pas. Donc vaut mieux le mettre. On voit qu'on a un code de sortie ici qui est à success, donc ça veut dire que ça a fonctionné et que le succès est vrai, donc ça a fonctionné. Alors ce qui veut dire qu'à ce stade là, tout à l'heure on s'était servi de cette fenêtre, on avait tenté de faire un telnet 127.0.0.1 port 25, ça avait échoué, la commande manquait.
et bien maintenant on voit que ça fonctionne puisque la fonctionnalité est présente. Bon, pas de commentaire là-dessus non plus, je quitte avec le mot quit. Je me connecte sur le port 110 de ma machine, ça a l'air de fonctionner, je quitte sans chercher à en savoir plus pour l'instant. Ça fonctionne, parfait. Donc, on a simplement démontré à l'instant comment on se connectait au serveur SMTP sur le port 25 et POP3 sur le port 110 en utilisant la commande telnet que nous avons été installée donc tout à l'heure avec cette fonctionnalité. Maintenant on va s'inspirer de ça et bien pour mettre le DNS, et dans le cas du DNS ici on va avoir les Include Management Tools, donc on va rajouter Include Management Tools, donc va me chercher et installe-moi le DNS et les outils de gestion associés. On fait entrer. Toujours un peu de temps d'installation. Donc, succès, serveur DNS, true, pas de démarrage nécessaire du serveur. On a donc notre DNS d'activer. On peut taper la commande nesta-n-pudp. Alors, quand on fait ça, on s'aperçoit que dès qu'on installe un premier service, on a énormément de recherches qui sont effectuées sur pratiquement la totalité des 64 534 ports disponibles. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le 2.53 qu'on voit en bas, ici et là. Donc on voit qu'il est associé une première fois à l'adresse de bouclage 127.0.0.1 et puis une deuxième fois à l'adresse que nous avions mis pour notre carte réseau. Ce qui veut dire que notre port est en écoute sur ces deux interfaces-là, ce qui nous va très bien.